bonjour à tous. Donc, merci d'être venus ce matin. Donc, je m'appelle Édouard Schall. Je suis macroéconomiste et je travaille sur le rôle de l'épargne de précaution et notamment le rôle de l'épargne de précaution dans la propagation des fluctuations cycliques et aussi sur une meilleure compréhension de ce qu'elle implique pour la politique macroéconomique. Alors, comme vous le savez, sans doute, la macroéconomie est née avec Keynes dans les années 30 en réponse à la Grande Dépression. Et à la suite de la grande récession des années 2008-2009, elle a été critiquée dans de multiples dimensions. On lui a reproché de véhiculer des idées trop abstraites, trop théoriques, de ne pas avoir prévu la crise et d'être dans l'ensemble moins scientifique que la microéconomie. Alors pourtant, et c'est ce que je vais essayer de montrer, la macroéconomie s'est énormément renouvelée depuis 2008, en partie en intégrant des éléments qui avaient été développés précédemment, mais qui étaient disparates. Aujourd'hui, les imperfections des marchés financiers, l'hétérogénéité des firmes et des ménages, ou encore les dynamiques du marché de l'emploi jouent un rôle tout à fait central. Alors, les deux questions fondamentales de la macroéconomie sont sensiblement les mêmes qu'à l'époque de Keynes, dans les années 30. Il y a deux questions. La première question, c'est la propagation et l'amplification des chocs macroéconomiques. Comment se fait-il que des chocs qui sont d'ampleur a priori relativement limitée, en tout cas on n'observe pas directement des chocs très importants, choc de confiance, choc de commerce extérieur, choc de productivité. Comment se fait-il que ces chocs limités puissent provoquer des fluctuations cycliques de grande ampleur et des grandes récessions comme celles qu'on a vues récemment? Donc ça, c'est une première question. La deuxième question, c'est celle des politiques macroéconomiques. Comment mettre en œuvre des politiques monétaires et budgétaires ou autres qui permettent de limiter les coûts sociaux des récessions. Alors moi, j'étudie ces deux questions sous le prisme de l'épargne de précaution. Donc je vais d'abord parler de la propagation des chocs et ensuite je dirai un mot sur les politiques économiques. Donc par propagation et amplification des chocs, voilà ce que j'ai à l'esprit. En 2008, on a un choc, en 2007-2008, un choc relativement localisé sur un segment du marché immobilier américain qui provoque une récession mondiale de très grande ampleur. Donc là, on voit l'évolution en volume du PIB en France, aux États-Unis, en zone euro, mais on verrait les mêmes choses dans de nombreux pays. Et donc, ce qu'on a, c'est une très forte contraction. Et on a du mal à expliquer comment un choc d'origine financière, qui n'était pas si considérable, a pu provoquer une telle récession. Donc mes co-auteurs et moi-même avons travaillé sur un mécanisme de propagation qui nous semble tout à fait central et qu'on a identifié et qu'on peut appeler la spirale de l'épargne de précaution. Et pour résumer ce phénomène, je montre ce graphique illustratif. Donc supposez que vous ayez un choc macroéconomique, encore une fois, d'ampleur pas nécessairement limitée. Prenons un choc financier, un choc qui augmente les coûts du crédit, les spreads de crédit, qui vont se traduire par une baisse de la demande agrégée. Cette baisse de la demande va entraîner une baisse de la production des entreprises, donc une augmentation du chômage. Et si les agents économiques, si les ménages anticipent que cette augmentation du chômage est persistante, ça se traduit par un risque perçu de chômage plus élevé qui va renforcer l'épargne de précaution et ainsi baisser la demande de consommation, qui va à son tour entraîner une baisse de la production, etc. Et donc on a une sorte de spirale, de cercle vicieux de l'épargne de précaution et de la demande agrégée qui se met en place. C'est des chocs qui sont potentiellement relativement faibles, peuvent avoir des effets qui sont démultipliés par cette spirale. Donc nous avons identifié 3 facteurs qui peuvent conduire à cette spirale de l'épargne de précaution. Le premier facteur qu'il faut prendre en compte et incorporer dans les modèles macroéconomiques, c'est le fait que le marché du travail est frictionnel, qu'il y a du chômage involontaire et que les ménages transitent en permanence entre des situations d'emploi et de chômage et donc font face à un risque de chômage qui est lui-même cyclique. Donc ce risque s'amplifie en récession.
Le deuxième élément qui est essentiel, c'est que ce risque est imparfaitement assuré et donc donne lieu à un motif d'épargne de précaution qui lui-même va être plus fort en récession, puisque le risque de chômage lui-même est plus fort en récession. Et le troisième élément, c'est un élément qui est plus général à la macroéconomie, c'est qu'on a besoin de rigidité des prix pour comprendre que les prix ne jouent pas le rôle d'amortisseur. Ça, c'est un phénomène très général. Si les prix des biens étaient parfaitement flexibles, alors les chocs macroéconomiques se reflèteraient dans les prix et pas dans les quantités. Or, ce qu'on observe, c'est des prix qui sont relativement inertiels et des quantités, donc produites, des quantités, des nombres d'employés, etc., qui varient beaucoup. Quand on a ces trois éléments, on a la spirale de l'épargne de précaution. Donc la question suivante, c'est celle de savoir comment la mesurer dans les données. Et c'est ça qui est difficile, et c'est un exemple d'aller-retour entre les modèles et les données que nous faisons dans cet exercice. On essaye de mesurer à l'aide d'un modèle macroéconomique, on estime sur des données historiques cette spirale, l'intensité de cette spirale et sa contribution aux fluctuations cycliques. Alors comment fait-on en pratique? On estime un modèle structurel où cette spirale peut être à l'œuvre. Et ensuite, on simule un modèle alternatif qui a tous les mêmes ingrédients que le modèle initial, mais où on a fermé cette spirale de l'épargne de précaution, par exemple en supprimant l'un de ces trois facteurs. Donc ici, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est un graphique dans lequel on compare la dynamique de l'économie lorsque cette spirale est à l'œuvre et celle d'une économie virtuelle où on a fermé cette spirale en permettant aux agents d'être parfaitement assurés. Et c'est la différence entre les deux qui va nous donner une mesure de l'intensité de cette spirale de l'épargne de précaution. Donc ici, la ligne... Donc ça, on a fait cet exercice pour les États-Unis. Les trois graphiques vous montrent la consommation agrégée, le risque de chômage, c'est-à-dire la probabilité pour les ménages de tomber au chômage le trimestre prochain s'ils sont employés dans le trimestre courant, et l'inflation. Donc la ligne rouge, c'est la dynamique en présence de la spirale de l'épargne de précaution, et la ligne grise pointillée, c'est la dynamique lorsqu'on a fermé ce canal d'amplification. Et on voit au cours de la grande récession que la consommation agrégée aurait beaucoup moins baissé en l'absence de cette spirale de l'épargne de précaution. L'effet de retour de cette faible consommation liée à la spirale, c'est que le risque de chômage a été beaucoup plus élevé, puisque les entreprises ont moins embauché, donc elles ont créé plus de risques de chômage au niveau agrégé. Donc ce risque de chômage aurait été beaucoup plus faible en l'absence de la spirale. Et de manière générale, la demande agrégée a été beaucoup plus faible en présence de cette spirale, et donc ça s'est manifesté par des pressions à la déflation qui étaient plus fortes. Donc voilà ce qu'on obtient comme mesure de ce phénomène de propagation qui est très important. La deuxième grande question de la macroéconomie, c'est celle des politiques macroéconomiques. Comment contrôler cette instabilité macroéconomique, en l'occurrence ici engendrée par les phénomènes d'épargne de précaution? Alors là, on est encore dans des travaux qui sont très préliminaires. Je vais vous présenter les résultats d'une étude sur la politique monétaire que j'ai menée très récemment, qui a donné lieu à un document de travail qui est sorti au mois de mars, donc le mois dernier, et qui porte sur le taux d'intérêt nominal que la Banque centrale doit mettre en œuvre pour contrôler ces phénomènes d'épargne de précaution. Donc, je vous rappelle ce que vous savez déjà, et c'est l'objet de ce graphique de le rappeler, que la politique monétaire, la Banque centrale, contrôle le taux d'intérêt nominal à court terme de manière à influencer les conditions de crédit dans l'économie pour limiter les phénomènes cycliques. Donc la Banque centrale va baisser ses taux d'intérêt lorsque l'économie est sur le point de rentrer en récession, et au contraire monter ses taux d'intérêt lorsque l'économie entre dans une phase de surchauffe inflationniste. Donc là, par exemple, ce qu'on voit, c'est que à la fois la Fed et la Banque centrale européenne ont baissé leur taux d'intérêt à la suite de l'explosion de la bulle de l'Internet, puis ont augmenté leur taux d'intérêt lorsqu'il y a eu des pressions inflationnistes au milieu des années 2000, et ensuite les ont baissés fortement suite au choc de la grande récession. Donc moi, ce que j'ai cherché à comprendre, c'est à faire, pour ainsi dire, la contrepartie normative de l'analyse positive que je viens de vous montrer sur l'intensité de la spirale, en répondant à la question suivante: quel devrait être l'ajustement du taux d'intérêt
que devrait mettre en œuvre la Banque centrale lorsque cette spirale de l'épargne de précaution est à l'œuvre et lorsqu'elle ne l'est pas. Donc l'idée, c'est de comparer ces deux réponses optimales pour voir si effectivement la Banque centrale peut faire des erreurs de politique économique si elle ignore cette spirale de l'épargne de précaution. Donc ici, je vous montre la réponse optimale du taux d'intérêt suite à deux types de chocs. Un choc sur les coûts de production, donc par exemple un choc sur une augmentation du prix du pétrole, par exemple, et un choc de productivité négatif. La ligne pointillée, c'est la réponse optimale du taux d'intérêt nominal par la Banque centrale en l'absence de la spirale de l'épargne de précaution. Et donc, si on se concentre sur ce graphique-là, ce qu'on voit, c'est que dans ce cas-là, la réponse optimale, c'est d'augmenter le taux d'intérêt nominal. Et on le comprend bien, c'est un choc inflationniste. Lorsque le prix du pétrole augmente, ça se répercute dans les prix des biens. La Banque centrale a comme mandat de limiter l'augmentation des prix, et donc elle doit augmenter son taux d'intérêt nominal. Lorsqu'on prend en compte la spirale de l'épargne de précaution, ce résultat est retourné. Il faut baisser le taux d'intérêt nominal parce que ce choc de coût va avoir des effets tellement délétères sur le marché de l'emploi, va tellement augmenter le risque de chômage pour les ménages et donc provoquer cette spirale de l'épargne de précaution qu'il faut contrer les effets de demande négatifs en baissant, en facilitant l'accès au crédit et en baissant les taux d'intérêt. Et on a le même type de résultat sur les chocs de productivité. Alors la difficulté, bien sûr, c'est que cet exercice suppose que le taux d'intérêt nominal mis en œuvre par la Banque centrale est complètement libre. On sait que ça n'est pas le cas aujourd'hui. La zone euro est en situation dite de trappe à liquidité, qui est une situation où des taux d'intérêt extrêmement faibles ne suffisent plus à relancer la demande. Faible et même légèrement négatif en zone euro. On était aussi dans cette situation aux États-Unis il y a peu. Et donc la question qui se pose, c'est quelles sont les politiques non conventionnelles qui pourraient limiter cette propagation des chocs par l'effet de l'épargne de précaution, sachant que le graphique précédent montre que dans bien des cas, il est nécessaire de baisser les taux d'intérêt. Donc il est plus probable qu'on rentre en trappe à liquidité en présence de l'épargne de précaution. Donc aujourd'hui, il y a des menus de politique non conventionnels qui peuvent être en principe mobilisés pour lutter contre ce type de phénomène. Et plus généralement, ce sur quoi les débats portent, c'est le régime de politique monétaire qui va prévaloir pour les 10-20 prochaines années, sachant qu'on est dans des régimes où les taux d'intérêt sont déjà chroniquement très faibles. Voilà, je vous remercie.